Voici un plan des environs de Paris dressé en 1841. À cette époque, les limites de la ville sont fixées par ce qu'on appelle l'enceinte des fermiers généraux. Cette barrière fiscale, édifiée juste avant la Révolution française, permet de taxer les marchandises entrant dans la capitale. Au-delà de cette barrière d'octroi, on repère une seconde enceinte, militaire celle-là. Sa construction vient juste d'être ordonnée par le gouvernement d'Adolphe Thiers. Censée protéger Paris, elle englobe aussi tout ou partie des villages de la périphérie, comme Montmartre, Vaugirard, Belleville. À l'époque où ce plan a été dessiné, Paris compte environ 1 million d'habitants. Et en 1861, donc 20 ans plus tard, la population est passée à 1 700 000 habitants. Alors pourquoi un tel boom démographique et surtout en aussi peu de temps? Il y a d'abord une raison, disons, politico-fiscale. En 1860, Napoléon III, qui est au pouvoir, décide d'annexer à Paris les communes situées entre la barrière des fermiers généraux et l'enceinte militaire. Regardez cette caricature de l'époque. On y voit Paris, sous les traits d'une courtisane, relevant ses jupes pour y enfermer les enfants de Passy ou encore ceux de Boulogne. Et le plus intéressant est ici. Le mot octroi est écrit sur l'armature de la crinoline. Et concrètement, les habitants de Passy, comme ceux des 11 communes annexées, sont désormais soumis à la taxe sur les marchandises entrant dans la capitale. Donc avec cette annexion, Paris, en une loi, augmente ses recettes fiscales, double sa superficie et gagne près de 400 000 habitants. Autre raison du boom démographique de la ville, le contexte économique. Paris est devenu une ville de l'âge industriel, ce qui attire une population ouvrière de plus en plus nombreuse. Et ensuite, il y a l'arrivée du train. 1837, 1850, 1860, vous le voyez, le réseau en étoile se dessine progressivement et toutes les lignes convergent vers la capitale. Résultat, Paris est confronté à un afflux de population, ce qui ne fait qu'aggraver une situation urbaine déjà préoccupante, car les arrondissements populaires sont déjà surpeuplés. Exemple, le quartier des Halles compte plus de 1000 habitants à l'hectare, ce qui signifie que chaque habitant ne dispose que de 8 mètres carrés pour vivre, soit un espace de 2 mètres sur 4. Autre mal dont souffre Paris alors, l'insalubrité. Ainsi, entre 1832 et 1849, on estime à 40 000 le nombre de victimes du choléra. Enfin, il y a la circulation. En 1853, la revue Le Magasin Pittoresque recense 60 259 voitures à Paris. Le journaliste écrit, je le cite, si l'on rangeait sur une seule ligne toutes ces voitures avec leurs attelages, elles occuperaient 300 km. Et quand on sait qu'à l'époque, la longueur cumulée des rues n'excède pas 500 km, on imagine bien les problèmes de circulation à l'échelle de la capitale. En somme, Paris étouffe. Napoléon III décide alors de transformer la ville et d'en faire un modèle d'urbanisme et d'hygiène. Il s'entoure alors de 3 hommes, un préfet, Georges-Eugène Haussmann, chargé d'assurer la coordination du projet et de gérer son financement, et puis 2 ingénieurs des ponts et chaussées, Eugène Belgrand pour l'assainissement et Jean-Charles Alphand pour les espaces verts. Et le programme tient en 3 mots, aérer, unifier, embellir.